Donc bonjour à tous. Alors je vais aborder en fait trois points qui sont des éléments pour vous aider, nous aider à réfléchir en fait sur le sujet. Trois éléments qui me paraissent indispensables pour envisager cette question-là à la fois du transport maritime, du commerce international et puis de ces questions de décarbonation. La première, c'est déjà le type de propulsion qui va remplacer ou en tout cas être transitoire pour arriver à du zéro émission. Parce que dans le transport maritime, une des caractéristiques principales, c'est qu'on est dans le temps long et que les navires qu'on commande aujourd'hui, ils vont ils vont durer à peu près une vingtaine d'années. Et donc les décisions qu'on prend aujourd'hui, en fait, ça impacte déjà 2050 pour ainsi dire. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se dessine, alors à l'échelle mondiale, pas seulement à l'échelle européenne. Ce qu'on peut voir se dessiner à grands traits pour l'instant, c'est qu'on a des solutions. On n'a pas de solution. Il y a un parallèle qui peut se faire avec le transport aérien. C'est-à-dire que dans le transport maritime comme dans le transport aérien, on n'a pas de solution ultime, une solution unique qui va permettre d'arriver à de zéro émission. On a des, des choses assez différentes selon le type aussi de navire, le type d'activité. Vous entendrez cet après-midi, je crois, Grain de Sel, par exemple, qui est sur un segment bien particulier des échanges maritimes. Mais sur ce segment-là, ça ne pourra pas être la solution pour l'ensemble du transport maritime. On a d'autres solutions, par exemple, sur les navires de service à l'éolien offshore. Un groupe comme Louis Dreyfus Armateur, en ce moment, est sur une solution pour ces navires de service, donc qui sont des navires qui vont assurer la maintenance des champs d'éoliennes. Ils sont sur des solutions duales où, en fait, le navire, quand il travaillera sur les champs d'éoliennes, se branchera directement sur les champs pour fonctionner à l'électrique. Et puis, pour aller au champ d'éoliennes, par contre, il sera sur une propulsion, par contre, toujours sur du fuel, a priori. Alors, ce qu'on voit se dessiner au niveau mondial, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la Chine et quand on regarde les États-Unis, on est en train de voir naître des capacités de production de carburant de synthèse, du e-méthanol. Le... Alors, en Europe, on est sur un paradigme qui est assez différent, hein. Vous avez vu que un des grands acteurs dans ce domaine, qui avait un projet très ambitieux, Ørsted, de production justement de carburant de synthèse, a abandonné cet été. Mais ça n'est pas le cas donc en Chine et aux États-Unis. Dans le golfe du Mexique, aujourd'hui, on voit naître une production de carburant de synthèse. Alors pour le transport maritime, ce sera du méthanol, mais cette production est destinée aussi à du transport aérien. Donc des capacités de production qui sont absolument gigantesques. Alors pour avoir du carburant de synthèse, il faut pouvoir compter sur des énergies renouvelables, un fort volume d'énergie renouvelable. Il faut pouvoir compter sur du CO2. Et du CO2, vous n'allez pas le chercher dans l'air parce que ça a un coût prohibitif. Vous allez le capter au niveau des usines, au niveau des sites de production. Donc, il faut avoir des usines assez importantes. Et puis ensuite, c'est l'hydrogène qui vous permettra, hydrogène produit sur la base d'énergie renouvelable, qui vous permettra, avec le CO2, d'avoir du carburant de synthèse, du méthanol par exemple. En Chine, on est sur le même paradigme. On voit se développer de grosses capacités de production aussi dans ce domaine-là. Pareil, la Chine a des usines en grand nombre, donc émetteurs de CO2, et a des énergies renouvelables en grand nombre aussi. Donc, ils sont partis sur ce paradigme-là. C'est intéressant à avoir en tête cette question du carburant de synthèse parce que quand on le met en relation avec les pays qui aujourd'hui fabriquent les navires, puisqu'aujourd'hui il y a trois pays en fait dans le monde qui construisent les porte-conteneurs, les vraquiers ou autres. C'est la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Donc c'est ces pays-là qui vont quand même déterminer un petit peu l'avenir du transport maritime. Et donc tel qu'on le voit se dessiner aujourd'hui, pour l'instant, on n'est plus sur de carburant de synthèse. Pourquoi du carburant de synthèse? Parce que l'avantage pour les armateurs, c'est qu'on peut avoir des moteurs qui sont
donc dual fuel, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner à la fois sur le carburant qui existe aujourd'hui et puis fonctionner sur du carburant de synthèse. Et donc, ce qui est intéressant pour les armateurs, c'est que vous pouvez faire une partie du trajet sur le carburant qui existe aujourd'hui, et puis l'autre partie, par exemple, quand vous arrivez dans les eaux européennes, vous passez sur une propulsion au carburant de synthèse. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est à regarder parce qu'en fait, ça va déterminer quand même l'histoire qui va pouvoir se passer sur la décarbonation. Le choix qui sera fait, le type de propulsion, va déterminer beaucoup ces questions-là. Ça va déterminer aussi autre chose qu'il est intéressant de regarder, c'est puisqu'en fait, quand vous avez un nouveau type de propulsion, vous avez une redistribution des cartes dans le jeu des ports. Il y a des ports qui pourront saisir cette opportunité pour remonter et être des ports plus importants, des ports qui ne sauront pas saisir cette opportunité et donc qui baisseront qui baisseront dans leur rang mondial ou leur rang européen. Euh, Si on réfléchit quelques années en arrière, par exemple, quand le porte-conteneur est arrivé, le port de Rotterdam s'est doté d'un terminal pour traiter ses porte-conteneurs en 1966. Port 2000, le terminal à porte-conteneur, il a vu le jour en 2006. Là, c'est là-dessus que ça s'est joué. Le fait que Rotterdam soit le premier port européen et que le Havre soit dans les profondeurs du classement. Et bien là, on a une redistribution des cartes à nouveau, puisque le choix qui va être fait, les stations-service, en quelque sorte, des navires, selon le choix qui sera fait par les ports, le type de carburant, le type de propulsion, et ben, il y aura une redistribution des cartes. Ce qui est intéressant de voir, vous êtes en plus pas très loin, c'est ce qui se passe à Montoir de Bretagne en ce moment, puisque Life, donc producteur d'hydrogène par électrolyse, c'est associé à ELYSE pour produire du e-méthanol, pour donner naissance à un site de production de e-méthanol. Donc, du côté de Saint-Nazaire. Élise n'en est pas à son coup d'essai puisqu'ils sont présents aussi du côté de Lac. Donc, on voit que le choix qu'ils ont fait, c'est effectivement le e-méthanol et le fait que Life se branche avec eux pour lancer cette capacité de production est intéressante. Il faudra la voir sortir de terre et comme vous êtes à côté, ça peut être intéressant d'aller les interviewer, voir un petit peu les perspectives qu'ils ont et le regard qu'ils ont sur le marché. Donc, premier élément dans que je voulais soulever, premier point de réflexion, c'était effectivement cette question de la propulsion, parce qu'elle est absolument majeure, en fait. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que les décisions, elles se prennent aujourd'hui, puisque les bateaux, ils vont être en activité 20 ans. Donc, les décisions qu'on prend aujourd'hui déterminent les 20 prochaines années, au moins. L'autre élément qui était l'objet de ma présentation, c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir, donc j'y viens, c'est la réorganisation des échanges et du commerce, et avec cette fameuse question de la relocalisation qui pourrait impacter le transport maritime ou non. Alors, plus qu'une relocalisation, on assiste effectivement à un mouvement mondial depuis quelques années de localisation de la production. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'on produit au plus près des marchés. Si vous voulez servir le marché américain, vous allez implanter des sites de production sur le continent américain. Si vous voulez servir le marché asiatique, vous allez implanter des sites de production sur le marché asiatique. Europe, pareil. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, qui concerne tous les pays, puisque quand vous regardez, alors je reviendrai après sur la question des barrières douanières, mais quand vous regardez la façon dont la Chine se positionne au sein de l'Union européenne, elle construit, par exemple, elle a passé déjà des accords pour construire des sites de production automobile au sein de l'Union européenne, qui lui permettra d'éviter les barrières douanières. Mais les groupes européens font exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des entités comme Schneider Electric, par exemple, leur site de production, quand ils veulent servir le marché indien, ils sont situés en Inde. Quand ils veulent servir le marché chinois, ils sont situés en Chine, etc. Donc ce mouvement, il existe depuis facilement une bonne dizaine d'années et il ne cesse de s'accentuer. Alors, il existe depuis une bonne dizaine d'années parce qu'on a des progrès techniques d'abord qui permettent de reproduire aussi dans des pays développés comme États-Unis surtout, et puis Europe un peu. Et puis on a eu une floraison de barrières douanières. Des barrières douanières, il y en a
depuis toujours, on va dire, en Chine, hein, où c'est compliqué pour un acteur étranger quand même de travailler en Chine, et c'est de plus en plus compliqué. Des barrières douanières, vous en avez aux États-Unis. Et ça, il y a un accord qui est, c'est assez intéressant d'ailleurs, que quelle que soit l'administration en place aux États-Unis, démocrate ou républicaine, la même politique est menée. Vous avez une accentuation des barrières douanières. Et des barrières douanières, on en a aussi au sein de l'Union européenne, sauf qu'en fait, on les présente pas comme ça. On les présente sous le volet de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Mais quand vous faites une taxe carbone aux frontières, c'est une barrière douanière. Donc les barrières douanières, elles sont généralisées et leur retour, il se manifeste dans le monde entier, européen compris. Donc ces barrières douanières, évidemment, ça, ça implique pour les acteurs étrangers de pouvoir implanter des sites de production à l'intérieur de ces barrières douanières pour pouvoir les contourner. Et ça, c'est un mouvement donc, qui est structurel. C'est un mouvement, on dit souvent que la période de la mondialisation heureuse, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on a collé ce terme d'heureuse à mondialisation, mais en tout cas que la grande période de la mondialisation des 30 dernières années qu'on a vécues, s'est refermée et elle s'est effectivement refermée. C'est-à-dire que on a à la fois, on a des pays développés qui maintenant veulent se protéger d'acteurs étrangers et notamment chinois qui sont arrivés à produire en fait au même niveau qualitatif et à des coûts très intéressants puisqu'évidemment ils ont des productions qui sont aussi massivement subventionnées. Donc on est rentré dans une période effectivement où le monde se fragmente et où on a des grandes régions de production. Donc ça va impacter le transport maritime, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les interviews des armateurs, par exemple, ils en sont très conscients et depuis longtemps. Rodolphe Saadé, par exemple, avait donné une interview dans Les Échos il y a au moins 5 ans sur ce sujet-là, où en fait il était interviewé sur sa vision du groupe CMA-CGM à l'horizon de 10-15 ans. Et en fait, il partait parce que lui constatait ce mouvement de régionalisation des échanges et le fait qu'il y avait de plus en plus d'activités intra-Asie, par exemple. Intra-Europe et Maghreb, pas encore beaucoup, mais intra-Asie, il y en avait beaucoup. Et donc, lui, sa vision de son groupe était de dire, on va avoir encore, dans les années à venir, des liaisons, évidemment, transatlantiques, transpacifiques, mais l'essentiel de notre activité, elle va se faire sur du commerce intra-régional. Et quand vous regardez les dernières commandes qu'a passé CMA-CGM sur ses navires, il a commandé des feeders, donc des petits porte-conteneurs de 1500, 2000, 3000 boîtes max, pour le marché européen, par exemple. Donc, il y en a la moitié vont être placées en Méditerranée, la moitié va être placée en mer du Nord, et donc ce sera pour les échanges intra-européens. Et l'ensemble des armateurs sont sur ce paradigme-là, ils l'ont bien compris. Donc, on aura toujours du transport maritime, mais assez différent, avec des grands porte-conteneurs qui continueront à exister. Le vrac, évidemment, va continuer à exister parce que c'est pas de mal la veille qu'on va commencer à produire du café chez nous, du blé au fond du Sahara. Donc, sur les matières premières et sur les productions alimentaires, eh ben, le vrac qui représente quand même 50% du volume du transport maritime va continuer à exister. Mais sur la production de biens manufacturés, il y a effectivement un changement qui est en cours. Il y a un changement, ce qui est intéressant, c'est de regarder, par exemple, parce que nous, en Europe, on est un peu décalé par rapport à ce mouvement. J'ai pris des chiffres de l'OCDE qui sont assez parlants sur ce modèle-là et pour voir que c'est un mouvement de fond et structurel. C'était les perspectives économiques de l'OCDE de juin 2024, qui montraient que la part de la Chine dans l'importation des biens manufacturés aux États-Unis était en 2018 de 26%. En 2022, donc c'était en 2023 les perspectives de l'OCDE, en 2022, c'était tombé à 19%, bien manufacturé. Et en 2023, on a assisté à quelque chose d'assez frappant, c'est-à-dire que le premier exportateur aux États-Unis n'est plus la Chine, c'était le cas depuis 15 ans, mais c'est devenu le Mexique. Et deuxième exportateur aux États-Unis, le Canada. Alors, il y a des effets, évidemment. On sait bien que la Chine va passer par Canada et États-Unis et Mexique pour importer aux États-Unis. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des implantations d'usines dans ces deux pays qui font que on a une production qui est beaucoup plus régionale.
Et quand on regarde le comparatif avec l'Union européenne, parce que ça doit nous faire réfléchir quand même, sur ces mêmes perspectives de l'OCDE, en 2018, la Chine représentait 26% de l'importation des biens manufacturés de l'Union européenne. Et en 2022, cette part est montée à 33%. Donc États-Unis, ça diminue, Union européenne, ça croît. On est de plus en plus dépendant en fait de la Chine pour les biens manufacturés, alors que les États-Unis sont de moins en moins dépendants. Et ce chiffre-là, ça me permet de basculer sur le troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention et qui va impacter le transport maritime. C'est pourquoi on a ce différentiel entre États-Unis et Union européenne. C'est qu'en fait, les États-Unis, et ça je pense que historiquement, quand on regardera notre siècle, dans 50 ans, il y a une année qui marquera les esprits, c'est l'année 2008, de la grande crise financière. Parce que l'année 2008, on a une crise financière et une crise économique mondiale qui part des États-Unis, d'un État occidental, et une reprise économique qui se fait, pour la première fois depuis des siècles, par la Chine, par un pays non occidental. Et cette année 2008, elle fait un pivot parce que c'est à partir de cette année-là que les États-Unis décident de changer radicalement de stratégie, décident que la mondialisation, pour eux, ce sera terminé, qu'ils vont engager un mouvement de relocalisation de la production et qu'ils ont pris conscience, en fait. C'est dans ces années-là qu'on a le fameux discours de Barack Obama, le fameux pivot vers l'Asie. Et pourquoi? Parce que les États-Unis prennent conscience qu'ils ont un rival face à eux, qu'il devient extrêmement puissant, qui est la Chine. Alors, qui est un rival à la fois économique et qui est un rival militaire aussi, puisque vous savez que pour la marine chinoise aujourd'hui, elle a un plus grand nombre de navires que l'US Navy. L'US Navy est encore devant en tonnage. Mais les États-Unis se rendent compte cette année-là qu'ils ont un rival et donc décident, et pour nous, Européens, ça va avoir un impact et ça a déjà un impact, qu'ils ne peuvent plus et qu'ils ne veulent plus être le gendarme du monde. Donc que les aventures extérieures en Irak et ailleurs, c'est terminé. C'est pour ça qu'on a ce retrait précipité d'Afghanistan, par exemple, de Biden. Et que l'essentiel des moyens doit être tourné vers l'Asie, vers la Chine, et qu'économiquement, il faut, comme on dit, dérisquer par rapport à la Chine. Donc il y a une politique qui est engagée à partir de cette année-là, qui continue et qui produit ses effets. L'Union européenne, dans ce cadre-là, en 2008, elle ne change pas sa politique. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que quand on voit la croissance États-Unis, Union européenne et Chine, en fait, l'Union européenne va connaître un lent déclin à partir de 2008. Le rythme de croissance n'est plus du tout le même que les États-Unis. Les États-Unis repassent devant. Et nous, on ne cesse d'avoir une croissance très molle, aux alentours de 1%. Et on ne comprend pas le monde dans lequel on est rentré. Et cet aspect géopolitique, il est essentiel parce qu'à partir du moment où on n'a plus de gendarmes du monde, c'est-à-dire un pays qui est en capacité et qui veut intervenir partout quand il y a une crise, eh ben, ça veut dire que vous avez des États étrangers, des dirigeants de pays étrangers, ils se disent qu'ils peuvent déclencher des guerres et qu'il n'y aura personne qui leur dira rien. Donc, ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de crises et qu'on est au début de ce beaucoup plus de crises. Et pour le transport maritime, on le voit très bien. Alors, on l'a vu en mer Noire, mais c'est une mer fermée. Mais on le voit en mer Rouge. En mer Rouge, vous avez le transport maritime est touché, est obligé de faire le tour par Bonne-Espérance. Les prix augmentent un petit peu. Donc le transport maritime est impacté. Et cette crise-là, ça n'est pas un épiphénomène, ça n'est pas une bulle, ça n'est pas une parenthèse. Ça annonce le monde qui vient. Et donc le transport maritime sera aussi impacté par ces crises, par ce nouveau contexte géopolitique. Et nous, Européens, il faut qu'on regarde le monde tel qu'il est, justement, et qu'on pense à s'adapter, en tout cas, ou à se projeter dans ce monde-là. Donc le transport maritime, et par rapport aux questions de décarbonation, il est impacté par trois sujets. Il est impacté évidemment par cette question de la décarbonation, donc de sa propulsion. Il est impacté par un mouvement de régionalisation de la production. Et il est impacté maintenant par la géopolitique aussi. Et ces trois facteurs-là, ça commence à faire beaucoup. Alors il s'adapte, comme il s'est toujours adapté. Mais ça fait quand même trois risques, trois enjeux qui sont pas neutres
pour l'avenir du transport maritime et pour l'avenir de l'Union européenne aussi, parce que ça veut dire que si on est toujours ultra dépendant des échanges maritimes, si on est toujours ultra dépendant de la Chine pour nos biens manufacturés, on va avoir quelques soucis dans les années qui viennent. Et je voudrais vous prendre juste un exemple et j'en terminerai là. Je vais pas empiéter trop sur. Je voudrais en terminer là. C'est ce qui s'est passé en mer Rouge. Donc, vous savez qu'il y a eu une opération de l'Union européenne qui s'est déployée en mer Rouge, l'opération Aspides. Ce dont on s'est rendu compte à cette occasion, hein, c'est public, vous lisez le journal Le Marin, ils vous raconteront ça en large et en travers, c'est qu'en fait, autant les marines de l'Union européenne étaient en capacité de faire face à des pirates quand ils sévissaient au large de la Somalie, mais face à des tirs de missiles balistiques outils, c'était beaucoup plus compliqué. Et quand vous vous penchez sur ce qu'a rendu public Le Marin, c'est que les marines de l'Union européenne qui ont été en capacité de faire face en mer Rouge, il n'y en a pas 36 000. Il y a eu la marine française, la marine italienne et la marine grecque. Puisque quand vous regardez les frégates, puisque cette opération Aspides, elle réunit l'ensemble des marines de l'Union européenne, il y a une frégate belge qui était en partance pour la mer Rouge. Elle a essayé de tirer un missile en Méditerranée. Le missile n'est jamais parti, ça a été retour au port. Frégate allemande qui est partie, elle est arrivée en mer Rouge, elle, la frégate allemande, et elle a failli euh, dégommer un drone qui était américain. Et donc les Américains ont dit, vous êtes gentils, vous repartez, et on ne veut pas de vous, vous n'êtes pas au niveau. Frégate hollandaise, même topo, elle arrive en mer Rouge, ils n'arrivent pas à tirer leurs missiles, ils repartent. Et dernier exemple, c'est une frégate danoise, même histoire. Ils n'ont pas été en capacité de tirer leurs missiles. Donc ça veut dire qu'au niveau opérationnel, les marines de l'Union européenne ne sont pas encore au niveau. Alors ce qui s'explique parce que pour tout un tas de pays, en fait, ils n'étaient pas confrontés à des déploiements, à des crises, et ils n'étaient pas en capacité de faire face. Mais ça veut dire que ça nous interroge quand même sur notre devenir. Et la question qu'il faut se poser, c'est que si jamais, Dieu merci, j'espère qu'on peut y échapper, mais si jamais il y a une confrontation Chine-États-Unis, ça veut dire que nous, Européens, on se retrouvera seuls pour assurer notre défense. Et qu'il y a quand même intérêt, si on veut assurer un minimum la sécurité du transport maritime, à être un minimum au niveau pour assurer cette sécurité. Et je m'arrête là.